Donc, merci à tous d'être là. Donc, c'est le 25e à Pur Café. Ce n'est pas la 25e étude famille, mais peut-être. Voilà. Ce qu'on voulait, peut-être avant que je passe la parole à toute l'équipe, pilotée par Émilie et que vous connaissez bien, c'était peut-être, rappeler, peut-être la particularité de cette étude. Ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces sujets-là et donc on connaît extrêmement bien la direction, on connaît très bien les équipes et vice versa. Et je crois que ça nous a permis, sur cette étude en particulier, d'aller un peu plus loin, en mélangeant, des aspects, d'analyse qui sont, assez classiques dans les travaux de la PURC, mais aussi des aspects qualitatifs et puis des aspects qualitatifs plus, puisqu'en travaillant à partir du fichier, de la DFPE et puis avec la CAF, on a pu, mener des entretiens, dont certains entretiens très longs, qui ont permis de donner à cette étude des capacités de propositions à la fois sur le long terme, mais aussi sur le court terme, pour essayer de faire en sorte qu'elle, Non. comme on dit, elle parle un peu à tout le monde. Voilà, donc j'en dirai pas beaucoup plus là-dessus, mais c'est intéressant parce que ça f vous connaissez, nos travaux, c'est jamais très facile et en tout cas, il y a toujours, à inventer pour aller vers plus de qualité, plus d'intérêt de contenu et que ça permette à ceux qui mènent les politiques publiques d'aller, plus loin, plus vite, hein. Je vais pas dire plus fort, parce que ça fait un peu Jeux olympiques, mais après tout, c'est de circonstance. Donc voilà, moi, c'est ce que je voulais, dire en introduction sans, parler évidemment du contenu, ça je laisserai à Émilie le soin de le faire et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce type de travaux intéresse l'ensemble de l'écosystème de la PUR puisque, que ce soit la RATP, la PHP, évidemment, les territoires, qui sont autour de Paris, les communes de première couronne, la métropole aussi qui regarde comment sont construites des politiques publiques. Tout le monde est intéressé, par ce sujet, dont on considère tous qu'il est essentiel puisque une ville sans enfants, c'est difficile à imaginer. On en connaît puisque, on a la chance de se promener parfois et qu'on voit des villes, des centres-villes où il y a plus d'enfants. Paris a cette chance, c'est qu'il y a beaucoup de familles et il y a encore beaucoup d'enfants. Donc, merci à tout le monde et puis Émilie, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, j'ai quelques informations, pratiques à donner avant de commencer. Vous dire que cette, séance est enregistrée, et que la vidéo, de l'enregistrement et le support de présentation seront, disponibles dans une petite semaine environ sur notre, site, web. Je voulais aussi vous demander de faire attention à bien couper vos micros, et vos caméras pendant toute la durée de la présentation, voilà, pour améliorer le rendu, de l'image et du son. Et puis vous rappeler le format, donc on a cette séquence de 45 minutes au total, hein, avec une petite demi-heure de présentation, donc de présentation des grands enseignements de cette étude, et puis un temps d'échange d'environ un quart d'heure, 20 minutes, qui vous permettra de réagir ou de poser des questions. Cette étude, voilà, je voulais simplement dire que c'est le fruit d'un travail collectif. Donc elle a été réalisée par, Frédéric Latourderie, Sandra Roger qui donc, toutes les 2 assureront, la présentation, de ce travail dans quelques instants, et également de Marie Robillard, qui est connectée je crois, qui est là donc, que je salue, et pour, toute la production cartographique, Anne Servais, donc qui, fait partie de l'équipe également. Donc comme le rappelait Dominique, en introduction, cela fait, plusieurs années, que, nous accompagnons, nos partenaires et tout particulièrement la Ville de Paris, donc la Direction des familles et de la petite enfance et la CAF de Paris dans, leur politique en direction des familles parisiennes. Donc en particulier une grande étude sur la petite enfance avait été publiée, en 2014 et a été suivie d'autres travaux sur des thématiques plus ciblées comme, le recours aux assistantes maternelles, la priorisation, des besoins, d'accueil, pour, les jeunes enfants, donc à l'échelle des quartiers ou encore le soutien à la parentalité. Mais donc en 2021, il a semblé nécessaire de mettre à jour, ces travaux, pour pouvoir à la fois mesurer quel avait été l'impact, des politiques mises en œuvre ces dernières années, notamment, la politique très volontariste en matière de développement de l'offre d'accueil, de la petite enfance, et puis pour pouvoir aussi, évaluer, mesurer, l'évolution, des pratiques, des usages et des attentes des familles parisiennes.
Donc ça s'est traduit par, donc la réalisation de cette grande étude, sur les familles que nous venons là tout juste de publier, donc qui est accessible sur notre, site internet. Pour pouvoir donc, je le disais, à la fois mettre à jour les connaissances et puis aussi élargir le périmètre. C'est-à-dire que cette étude là touche à la fois la petite enfance, mais aussi l'enfance et l'adolescence et intègre des, éléments sur, tout ce qui, concerne tous les services qui concernent le soutien à la parentalité. Donc les grands questionnements auxquels on a cherché à apporter des réponses au travers de cette étude, vous les voyez sur la diapo. Donc ça a été de savoir quels ont été les effets de l'augmentation de cette offre sur l'évolution des modes d'accueil et de leur usage sur le territoire parisien, savoir quelles sont les perceptions, et le recours effectif des familles aux services qui leur sont proposés à Paris, voilà ce qu'elles en pensent et comment elles les utilisent. Et puis, mesurer aussi, quel a pu être, l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 avec en particulier le développement du télétravail qui s'est largement amplifié sur, quels ont été les effets de cette crise sur les besoins et sur les attentes des familles. Donc cette étude s'appuie sur 2 volets. Il y a 2 documents donc qui ont été, publiés, que vous pouvez consulter. Un premier document qui permet, d'apporter tout un tas d'éléments, statistiques, cartographiques sur les enfants et les familles à Paris et donc sur, l'ensemble de l'offre, en direction des familles. Donc qui a été fait à partir d'un croisement de différentes sources de données. Et puis un deuxième volet, qui concerne les usages et les attentes des familles parisiennes et donc c'est une particularité de cette étude, Dominique en parlait en introduction, donc puisque ce volet a pu s'appuyer sur une grande enquête auprès des familles, à la fois via un questionnaire qui a été diffusé sur internet et à partir d'entretiens, de longs entretiens menés auprès une trentaine de familles. Donc je vais laisser tout de suite, Sandra, commencer, voilà la présentation des résultats de ce travail. Bonjour à toutes et tous. Donc, en 2018, Paris accueille 251 800 familles avec enfants de moins de 25 ans, ce qui représente à peu près 22% des ménages parisiens, contre 35% en Île-de-France. Et si on prend en compte l'ensemble des parents et des enfants, ils forment 41% de la population parisienne, soit une proportion à peu près similaire à celle observée dans des villes telles que Lyon ou Toulouse. Entre 2008 et 2018, le nombre de familles avec enfants de moins de 25 ans a légèrement diminué à Paris de 3%, ce qui représente à peu près 7 770 familles de moins sur l'ensemble de la période. Cette tendance s'inscrit naturellement dans un contexte général de diminution de la population, mais de manière un petit peu plus prononcée, notamment entre 2013 et 2018. Donc, le nombre de familles a baissé dans plusieurs quartiers. Ces derniers sont cartographiés en violet sur la carte. Comme vous pouvez le voir, ils sont dispersés à peu près dans tous les arrondissements parisiens. Toutefois, sur l'ensemble de la période, il y a 2 arrondissements qui voient leur nombre de familles augmenter, à savoir le 14e et le 16e. Dans le 16e, la hausse du nombre de familles se situe principalement au sud de l'arrondissement, où un renouvellement de population s'est opéré. Toutefois, pour compléter cette analyse, si on regarde les chiffres de la dernière rentrée scolaire 2021-2022, on s'aperçoit que le nombre d'enfants scolarisés dans les écoles publiques du premier degré à Paris a été plus faible qu'initialement prévu. Et cette baisse, pour la première fois, concerne tous les niveaux, de la petite section de maternelle au CM2. Et donc, ce constat laisse penser à un départ de famille plus important qu'auparavant. Une étude est inscrite au programme de travail de la PUR qui démarrera au second semestre 2022 et permettra d'aller un peu plus loin sur ces migrations. Donc la baisse du nombre de familles à Paris se relie naturellement à la baisse de la natalité depuis 2010. Après s'être stabilisé entre 2017 et 2019, le nombre de naissances domiciliées a encore reculé au cours de l'année 2020 et aussi au cours de l'année 2021. En effet, les derniers chiffres publiés montrent que le nombre de naissances domiciliées en 2021 à Paris s'établirait à 25 800 naissances, ce qui traduirait une nouvelle baisse de 1,4%, contre moins 1% en Île-de-France et plus 0,4% en France. Donc, il n'y a pas eu d'effet de rattrapage à Paris au cours de l'année 2021. Et donc, cette baisse des naissances, elle n'est pas spécifique à Paris, puisqu'elle est aussi intervenue en France, mais plus tardivement, uniquement à partir de 2014. Et si on se cantonne à 2014-2019, avant la crise sanitaire, on s'aperçoit que cette baisse des naissances était aussi marquée en France qu'à Paris.
Alors, pourquoi les naissances baissent à Paris? Plusieurs facteurs explicatifs. D'une part, parce que les Parisiens en âge de faire des enfants sont moins nombreux. D'autre part, ils font moins d'enfants en moyenne. Et surtout, ils les font de plus en plus tard, ce qui, à la longue, impacte le nombre total d'enfants par famille. Donc, Paris accueille des familles au profil très différencié, même si près de la moitié des familles comptent un seul enfant. On a 29,5% des familles qui sont monoparentales, 6% qui sont des familles recomposées. On dénombre à peu près 1500 familles homoparentales et 44% des familles ont au moins un enfant de moins de 5 ans. Pardon. À Paris, le niveau de vie des ménages parisiens est supérieur à ceux des franciliens et des Français. Et ça, quelle que soit la configuration familiale étudiée. Toutefois, Paris accueille des ménages au niveau de revenus très différenciés, avec de fortes disparités à la fois entre et au sein des quartiers. Et selon la composition des ménages, le revenu disponible varie de 24 860 € pour les femmes vivant seules à 36 620 € pour les couples sans enfants. S'agissant des familles, donc les couples avec enfants disposent d'un revenu de 31 550 € par unité de consommation et par an, alors que les familles monoparentales, il n'est que de 19 730 €. Si on regarde le graphique, donc on s'aperçoit que pour Paris, quelle que soit la configuration familiale, le revenu est supérieur à celui observé en Île-de-France, à Toulouse, Marseille ou Lyon. Toutefois, si on regarde plus précisément pour les familles monoparentales, on s'aperçoit que l'écart entre les familles monoparentales parisiennes et celles vivant dans les autres villes françaises est beaucoup moins prononcé que les autres types de familles. Autre spécificité parisienne, c'est la très forte activité. En effet, le nombre de familles dont le parent de la famille monoparentale ou les deux parents de la famille en couple travaillent s'élève à 179 000 familles, ce qui représente plus de 7 familles sur 10. Et d'une manière générale, à Paris, le taux d'activité des familles est nettement plus élevé qu'ailleurs, et ce, quel que soit le nombre d'enfants présents dans la famille et quelle que soit la configuration familiale. Et en 10 ans, la part de familles biactives s'est accrue de 4 points à Paris, alors qu'elle s'est stabilisée en Île-de-France, et surtout, elle reste nettement supérieure à ce qui est observé ailleurs. Et ce même constat s'observe pour les familles ayant des enfants de moins de 3 ans, ce qui résonne naturellement sur les besoins d'accueil en matière de petite enfance. À Paris, le parc locatif social joue un rôle déterminant dans l'accueil et le maintien des familles. En effet, en 2017, 28,5% des familles parisiennes sont locataires du parc locatif social, soit une part similaire aux familles franciliennes et plus élevée que celle observée dans d'autres grandes villes françaises, telles que Marseille ou Lyon. En 10 ans, et sous l'impulsion du développement des logements sociaux à Paris, la part des familles enfants résidant dans le parc locatif social a augmenté de 3,2 points, alors que dans le même temps, la part des familles vivant dans le parc locatif privé a reculé de 4,4 points. À Paris, le nombre de places en accueil collectif s'élève à 40 802 places en 2021. Donc là, on parle seulement des places qui sont subventionnées soit par la ville de Paris, soit par la CAF de Paris, ou soit par les deux. Sont exclues toutes les places émanant des micro-crèches privées qui se développent depuis quelques années. Et ce nombre de places est en augmentation de 6% depuis 2018, ce qui correspond à peu près à 2155 places supplémentaires. En 2021, 62,5% des enfants de moins de 3 ans peuvent bénéficier d'une place d'accueil collectif. À titre de comparaison, à l'échelle nationale, ce taux s'élève seulement à 21%. Les hausses les plus fortes en volume sur la période 2018-2021 concernent particulièrement le 12e et le 20e, mais un grand nombre d'arrondissements ont également leur nombre de places augmenter. Et la création de ces nouveaux équipements se traduit globalement par un rééquilibrage territorial dans la mesure où le nombre de places a davantage augmenté dans les arrondissements où l'offre d'accueil collectif était proportionnellement moins importante au regard du nombre d'enfants de moins de 3 ans. Alors, la garde à domicile, qui est relativement développée à Paris, est en diminution depuis 2012. En effet, en 2019, 8027 enfants de moins de 3 ans bénéficient de ce mode d'accueil, ce qui représente 12% des enfants. Ce taux s'élevait à 16% en 2012.
Bon, entre 2017 et 2019, ce taux tend à se stabiliser. Bon, à Paris, cette part reste toutefois très importante et Paris reste le département où l'offre en garde à domicile demeure le plus élevée. Cette garde à domicile, elle est souvent utilisée dans les arrondissements de l'Ouest parisien, d'une part car les familles qui y résident ont des revenus plus élevés, mais aussi parce que l'offre en accueil collectif est un peu moins développée. Les familles qui recourent à ce mode d'accueil sont plus souvent des familles en couple et ayant au moins 2 enfants. En effet, ce mode d'accueil est particulièrement adapté, y compris financièrement, pour les familles ayant plusieurs enfants à garder, notamment certains après l'école. S'agissant du recours aux assistantes maternelles, pardon, alors ce mode d'accueil est en baisse à Paris depuis plusieurs années, aussi bien en termes du nombre de places agréées que de nombre d'enfants ayant recours à ce mode d'accueil. En effet, en 2019, 2540 enfants de moins de 3 ans sont accueillis par un ou une assistante maternelle et ce recours représente que 4% des enfants de moins de 3 ans contre 5% en 2012. Alors, ce mode d'accueil a un petit peu du mal à trouver sa place à Paris, d'une part parce que les autres modes d'accueil sont très développés, mais aussi parce que les assistantes maternelles résident de manière générale davantage dans le parc locatif social qui se retrouve plus localisé dans les arrondissements du nord-est parisien, et c'est pas forcément dans ces arrondissements que les familles ont les moyens de pouvoir recourir à ce mode d'accueil. Donc, dans le cadre de cette étude, la CAF de Paris et la ville de Paris ont recensé 515 dispositifs ou lieux d'intervention financés en matière d'accompagnement à la parentalité. Ces dispositifs, comme le montre la carte, sont principalement localisés dans les arrondissements du nord-est parisien, mais aussi dans le 12e, 13e et 14e, dans des quartiers où les familles ayant des profils spécifiques sont plus représentées, mais aussi où le tissu associatif est plus développé. Mais récemment, le développement d'activités partagées au sein des crèches, des cours d'école ou des cours de collège a permis un meilleur maillage territorial et a permis de davantage couvrir l'ensemble des arrondissements. Donc, je vais maintenant laisser la place à Frédéric qui va vous présenter les résultats de l'enquête. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, en complément du volet 1 de l'étude, nous avons mené 2 enquêtes auprès des familles parisiennes afin d'apprécier les attentes et les besoins en matière d'accueil de la petite enfance, mais également de dispositifs de soutien à la parentalité. Donc, l'enquête en ligne a été diffusée en juin 2021 et durant 3 semaines sur le site paris.fr. 3 grandes thématiques ont été abordées: les usages et appréciations des dispositifs existants, les attentes et les besoins pour vivre à Paris en famille, et enfin l'impact durable de la crise sanitaire sur les attentes et les besoins. Au total, près de 3500 familles ont répondu au questionnaire et 24 entretiens ont été réalisés. Alors pour 82% des familles, l'accueil collectif était leur premier choix, qu'il ait été satisfait ou non. Et les entretiens menés auprès des familles parisiennes ont montré qu'il s'agissait toujours d'un choix logique, car rassurant. Toutefois, malgré l'offre d'accueil collectif qui est très développée à Paris, la recherche d'un mode d'accueil représente toujours un parcours du combattant dans les représentations des familles et très souvent une question de chance lorsqu'elles obtiennent une place. 85% des répondants à l'enquête ont indiqué avoir obtenu le mode d'accueil initialement souhaité. Globalement, les parents sont satisfaits de leur mode d'accueil principal, 89% d'entre eux, parmi lesquels 53% se sont montrés très satisfaits. Une moindre satisfaction est toutefois observée lorsque l'enfant est gardé par les parents ou par un proche, 73%. Parmi les familles insatisfaites de leur mode d'accueil principal, la plupart, une centaine dans l'enquête, la plupart ont évoqué les interruptions d'accueil, le personnel présent en accueil collectif jugé pas assez nombreux, mais également la difficulté d'être parent-employeur lorsque l'on recourt à une assistante maternelle ou à une garde à domicile. Et d'autres ont indiqué également que leur premier choix de mode d'accueil n'avait pas été satisfait. Une question de l'enquête portait sur ce que les familles apprécient le plus à Paris. 79% des répondants se sont exprimés, ça représente à peu près un peu plus de 2700 familles, et nous avons analysé les termes qu'ils utilisaient le plus dans leurs réponses,
C'est ce qui vous est représenté par ce nuage de mots. Elles ont beaucoup indiqué apprécier les activités proposées à Paris, le plus en lien avec la culture et les loisirs. Elles apprécient également la richesse de l'offre, sa diversité, mais également sa proximité. Les familles plébiscitent également les espaces verts, les parcs et leurs aires de jeu. Nous avons également demandé aux familles de nous raconter, de nous décrire un moment agréable partagé avec leurs enfants ces dernières années à Paris. Elles ont été nombreuses à nous en faire part et nous avons retraité et cartographié les lieux évoqués dans leurs réponses. Plus de 350 lieux ont été cités. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une variété de lieux a été citée et qui couvre l'ensemble du territoire. On retrouve ainsi des espaces verts, des équipements, mais également des espaces publics. Les cours d'école ou les crèches ouvertes le samedi, dispositifs qui venaient d'être mis en place au moment de l'enquête, ont également été évoqués à plusieurs reprises. Une question concernait à l'inverse ce qui est plus difficile à Paris en famille, et elles ont très souvent utilisé le terme de manque, associé à des activités et des espaces verts qui finalement sont très prisés, et elles les jugent donc insuffisants au regard de leur fréquentation. Le terme de transport apparaît aussi, mais plutôt sous l'angle d'accessibilité, avec les difficultés qu'elles peuvent rencontrer lorsqu'elles se déplacent, notamment les familles avec de jeunes enfants qui se déplacent en poussette. Interrogées sur les lieux qu'elles fréquentent le plus dans leur quartier, 9 familles sur 10 fréquentent les parcs, les jardins et les aires de jeu, quel que soit l'âge des enfants. Les familles investissent beaucoup ces espaces et plus encore lorsque les enfants sont jeunes. Ensuite, 64% des familles ont indiqué fréquenter l'école, le collège et un peu plus de la moitié la bibliothèque ou la médiathèque. Des lieux plus souvent fréquentés par les familles avec des enfants de plus de 6 ans. Les autres lieux proposés dans l'enquête, comme les piscines, les gymnases ou encore les conservatoires, sont moins souvent cités par les familles. Parmi ces mêmes lieux, nous leur avons demandé où pourraient être proposées des activités partagées entre les parents et les enfants, en plus des activités habituellement proposées. Et contrairement à la question précédente, finalement, aucun lieu ne ressort véritablement. La moitié des répondants évoquent la bibliothèque ou encore la médiathèque et les parcs et jardins. En ce qui concerne leur niveau d'information des services qui leur sont destinés, les résultats de l'enquête mettent en avant un niveau d'information plus élevé en ce qui concerne les modes d'accueil, les services liés à la santé, la vie scolaire et l'accueil après l'école. En revanche, l'information est moins facilement obtenue sur les activités partagées entre les parents et les enfants, les services de soutien aux parents, mais également les aides financières versées par la ville de Paris ou encore la CAF de Paris. Sur les lieux les plus connus et fréquentés par les familles, les services de PMI sont largement identifiés et fréquentés par les familles. Ils sont aussi présents dans tous les arrondissements et sont appréciés pour leur accueil bienveillant et chaleureux. Les ludothèques sont également bien connues, 74% des répondants, mais moins souvent fréquentées, 29% d'entre eux. Elles sont toutefois appréciées, notamment grâce au temps de partage qu'elles favorisent entre les parents et leurs enfants. Quant aux activités périscolaires, elles sont également très appréciées pour leur diversité et leur qualité, mais pour les familles, il n'est pas toujours facile de comprendre au début la différence entre l'étape, les temps d'activité périscolaire, les goûters récréatifs ou encore les études surveillées. S'agissant des sujets qui préoccupent le plus les familles, elles évoquent en premier lieu la scolarité, 77%, suivi de la qualité de la communication avec leurs enfants, et ce, quel que soit l'âge des enfants. Par contre, d'autres sujets ressortent de manière plus spécifique à certaines classes d'âge. Ainsi, jusqu'aux 6 ans, le développement, l'éveil, le langage, les activités à partager, les soins du quotidien et le sommeil préoccupent davantage les parents. Puis, passé 6 ans, il s'agit davantage de l'usage des écrans et de l'utilisation des réseaux sociaux, mais également le bien-être ou encore le harcèlement scolaire qui préoccupe aussi les parents d'enfants plus âgés. D'ailleurs, les parents d'adolescents ont exprimé des besoins autour d'actions de prévention et de développement de lieux ou d'activités dédiés à leurs enfants. Nous avons aussi interrogé les familles sur leur disponibilité pour participer à des échanges autour de la parentalité notamment. Le plus souvent, les familles ont répondu être disponibles le week-end, 62%, ensuite plus loin derrière, en soirée, 45%, ou encore pendant les vacances scolaires. Pour les 2 tiers des familles, l'organisation d'activités à distance, en visioconférence par exemple,
faciliterait toutefois leur participation. Seules les familles qui disposent d'un revenu plus faible se montrent moins intéressées par ce mode d'échange, un peu plus d'un tiers d'entre elles. Je repasse la parole à Émilie. Oui, juste pour terminer, donc comme évoqué en introduction, des questions du questionnaire, portaient sur les effets, durables de la crise sanitaire sur les besoins des parents. Alors sachant que le questionnaire a été passé au mois de juin 2021, donc la période de passation du questionnaire doit évidemment être prise en compte pour interpréter ces résultats. Donc le 1er résultat, c'est, le fait que, dans le contexte de la crise et du déploiement du télétravail, plus d'une famille sur 5 ayant un enfant en bas âge indique que ses besoins d'accueil ont changé, donc c'est tout à fait conséquent, 21 et cela concerne une proportion encore plus élevée des familles dont les enfants sont scolarisés, donc pour les besoins d'accueil après l'école ou avant l'école, donc 30. Ce que l'on constate aussi, c'est que selon les réponses obtenues, le télétravail entraîne une baisse des besoins, en matière d'accueil, mais peut aussi en engendrer de nouveaux. On pense particulièrement aux parents qui ont recours à la garde à domicile, par exemple, qui n'est pas, vraiment compatible avec le télétravail. Ce que l'on a pu noter, c'est qu'une forte proportion des parents, 27 précisent que ces nouveaux besoins d'accueil seront permanents pour eux, sous l'impact du télétravail ou également de l'envie de passer plus de temps avec leurs enfants et on a la même proportion de parents qui disent à l'inverse ne pas savoir si ces, besoins seront pérennes, donc avec une difficulté de savoir, voilà, comment répondre à ces évolutions, qui sont, pour certaines ponctuelles. Un autre résultat, très important en matière de parentalité, c'est ce chiffre. Donc, un tiers des répondants, 34 indiquent avoir ressenti dans ce contexte de crise, sanitaire, le besoin d'être accompagnés dans leur rôle de parents. Donc des besoins, sur lesquels des actions sont d'ores et déjà mises en œuvre, mais que la crise a renforcés. Donc autour d'activités à partager avec les enfants, qui soient adaptées à leur âge, par exemple. Question d'accompagnement scolaire, très importante. Et puis, des questions, autour des relations parents-enfants. Une demande, très forte aussi a été exprimée de solutions pour pallier les imprévus autour de la garde, de l'accueil des enfants et aussi des besoins de garde temporaire pour pouvoir respirer, pour pouvoir souffler et aussi prendre un peu de temps pour soi. Et enfin, ce qu'il est ressorti de ce questionnaire, c'est, le fait que les parents ont également répondu avoir apprécié pouvoir passer plus de temps en famille dans ce contexte de crise et aussi investir leur vie de quartier avec, pour certains d'entre eux, le souhait de maintenir ce rythme, ces nouvelles habitudes, sur le long terme. Voilà, donc je voulais simplement rappeler que donc les documents sont disponibles, sur notre site internet. On mettra le lien, tout de suite dans le chat et puis je voulais, là pour terminer, passer la parole, à la DFPE, donc à Xavier Vuillaume ou Julia Carrère, s'ils en sont d'accord pour, peut-être, présenter ou dire en quelques mots comment ces résultats, sont utilisés, sont utiles, peut-être dans les réponses à apporter aux familles et quelles, premières actions ont pu être, mises en œuvre, en écho, avec, les résultats de l'étude. Donc je vous laisse, réagir. Non, vous avez l'essentiel à l'écran, hein. C'est vrai que pour la direction des familles et de la petite enfance, c'est vraiment des résultats extrêmement précieux qui ont permis de conforter certains axes de travail qui étaient déjà en cours avec des dispositifs qui existent et puis de nous donner des clés pour en renforcer ou en ouvrir de nouveaux. Donc là, on vous a mis quelques exemples à l'écran. Un des résultats qui a vraiment été important pour nous, hein, c'est le sujet de l'état des lieux des points de préoccupation principaux des familles. Et c'est vrai que la scolarité, qui est un axe majeur, est venue conforter ce qu'on fait déjà en matière de lien famille-école, puisqu'on finance avec la DASCO et en partie la CAF un certain nombre d'actions qui favorisent la place des parents dans les écoles élémentaires ou dans les collèges. Au niveau de la communication avec son enfant et de cette attente des parents d'avoir des temps qualitatifs, détendus et simples de jeu avec leurs enfants a vraiment nourri l'action les samedis en famille, hein, qui consiste à permettre des activités par enfant dans les crèches le samedi gratuites ouvertes à des parents qui ne fréquentent pas les établissements le reste du temps. Donc ça fait vraiment partie des choses qu'on va renforcer. Sur les écrans, on lance, là il va être publié dans les prochains jours, un appel à projet pour là aussi développer les actions associatives pour étayer les parents à l'ère du numérique sur tous les âges. Il y a plein de modalités de le faire. Donc là aussi, il y a un certain nombre de résultats de l'enquête qui vont être vraiment précieux pour
analyser les retours de cet appel à projet. On veut continuer à développer des choses pour les parents d'adolescents, puisque là, c'est aussi un angle, un peu un angle mort des dispositifs actuels, et il y a des choses dans l'étude sur lesquelles on va s'appuyer. Et enfin, peut-être deuxième résultat vraiment sur lequel on travaille, c'est la question de rapprocher les actions de là où sont les familles, et donc de capitaliser dans les lieux naturellement fréquentés par les familles. Et donc un certain nombre de dispositifs qui existent, donc les lieux d'accueil enfants-parents, les groupes de parole à destination des parents, des activités. On va essayer de continuer à les délocaliser dans les bibliothèques, peut-être un jour dans les parcs ou dans les autres lieux familles qui existent, que les parents fréquentent naturellement. C'est pour nous un levier en termes de lutte contre le non-recours également. Voilà. Et puis sur l'information, on avait déjà des choses en cours, mais on a revu là la nécessité d'améliorer les canaux, qu'il s'agisse d'une information numérique ou une information physique, et là aussi au plus près de où sont les familles. Voilà. Merci beaucoup, merci Julia pour ces précisions. Je ne sais pas si certains d'entre vous souhaitaient réagir, poser des questions, intervenir. N'hésitez pas soit à prendre la parole en levant la main là avec la petite icône, la main jaune, ou alors même à poser une question dans le chat si vous le souhaitez. Je ne sais pas si quelqu'un de la CAF est présent, nous entend, souhaiterait intervenir. Je regarde un peu dans le chat. Alors, une petite main qui se lève. Je vais essayer de voir qui est derrière cette petite main. Voilà. Donc, je vois 2 mains qui se lèvent. Donc, c'est Paul-Henri. Oui, Paul-Henri de la DESOL. Ouais, Direction de la Solidarité. Alors, pardon, j'essaie d'activer ma caméra, mais ça ne fonctionne pas, donc veuillez m'excuser si je n'y arrive pas. Merci beaucoup. Déjà, c'est très riche et je suis effectivement très preneur du PowerPoint. Enfin, côté donc CASVP, Nouvelle Direction des Solidarités, on a bien sûr effectivement des grandes problématiques qui sont liées à l'aller vert et puis aux aides spécifiques aux familles. Après, comme voilà, moi j'en ai profité pour noter 4 questions, donc je vous laisse trier, Émilie, bien sûr, en fonction du temps, qui sont un peu en mixte entre le côté quantitatif et puis le côté qualitatif. Savoir si vous aviez un peu des nouvelles pistes ou des nouvelles données objectivées concernant, alors je me dis le mode de garde, il y a la question, effectivement, nous on n'arrive pas bien à objectiver, de savoir s'il y a de l'entourage, je pense aux grands-parents notamment, et parce qu'il y a des grandes différences effectivement sur les besoins de mode de garde entre les gens qui ont des grands-parents sur place ou pas sur place. Cette question, je la dirais une deuxième, qui est celle de est-ce que vous avez pu avoir une approche ou des pistes particulières concernant les familles migrantes? Alors, ça concerne à la fois l'aller vert, notamment les femmes. J'avais travaillé avant avec la DFPE, donc à la DFPE, donc c'est vrai que les PMI étaient notamment un point d'accroche très important pour les femmes migrantes. Voilà, donc et puis en termes d'acculturation, etc., d'intégration. Troisièmement, donc on s'intéresse nous aussi beaucoup aux familles qui partent. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'infos, de pistes? Est-ce qu'elles partent? Alors, j'ai cru comprendre finalement qu'elles partaient pas très loin, qu'elles partaient surtout en grande couronne, etc., mais qu'elles continuent à travailler à Paris. Enfin, est-ce que vous avez un petit peu des pistes? Et puis, ma 4e question, donc je découvre un chiffre qui est celui de, si je ne me trompe pas, 1600 familles estimées homoparentales, c'est ça? Et est-ce que là, il y a des actions qui sont spécifiques, pareil, en termes de besoins, puis d'accueil, et notamment de formation des professionnels ou des besoins spécifiques que je ne que je maîtrise pas à ce stade. Donc voilà, ça fait 4 questions. Je vous laisse trier, bien sûr, Émilie, choisir. Voilà, merci encore beaucoup. en tout cas. Ouais, merci beaucoup pour ces questions, Paul-Henri. Je vous propose de passer la parole à Josué Rémoué, peut-être pour prendre toutes les questions et puis répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées. Oui, Je vous en prie. bonjour. Vous posiez la question de savoir si quelqu'un de la CAF de Paris était présent, donc je me suis dévoué, mais nous sommes sans doute plusieurs. Déjà, un grand merci pour votre travail, effectivement. Donc moi, je suis responsable de territoire pour l'action sociale de la CAF de Paris sur les 9e, 10e et 19e arrondissements.
Un grand merci déjà pour le travail, qualitatif de cette étude, qui effectivement confirme un certain nombre de choses, mais peut-être aussi nous donne de nouvelles tendances, nouvelles, orientations. Donc, de quoi alimenter, je pense, vraiment nos travaux et notamment, ce qu'on évoque, actuellement, dans différents arrondissements, l'élaboration en commun avec la Ville de Paris sur les projets sociaux de territoire. C'est vraiment pour nous, très, très intéressant, très précieux. Donc moi j'avais peut-être 2 questions. Du coup, est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'il existera, je n'ai pas encore, pris le temps de lire l'étude en détail, mais des éléments, à l'échelle d'arrondissement, par exemple? Dans les données qui sont, présentées. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que les tendances, que vous avez constatées et que vous évoquiez comme étant à prendre avec, peut-être la précaution aussi, du fait qu'elles étaient, marquées par la période de la crise sanitaire, est-ce qu'on a des éléments un peu de projection? Est-ce qu'on voit que il y a des tendances qui vont se confirmer ou qui étaient vraiment, plus liées à la crise sanitaire? Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui vont s'installer dans la durée et qui vont, nous obliger, nous, institutions, à peut-être, améliorer, adapter nos projets en cours. Merci, merci pour cette réaction et pour ces questions et peut-être, Emmanuel Leroche et puis après on répond à toutes les questions. Oui, bonjour. Je travaille au cabinet de Patrick Bloch et Céline Nervieux. Je tiens à excuser Patrick Bloch et Céline Nervieux qui peuvent malheureusement pas être disponibles pour la présentation de cette étude. Néanmoins, je tiens quand même à remercier l'APUR, l'ADFPE et la CAF pour tout ce travail, cette étude très précieuse, très précise, qui confirme en fait certaines intuitions que nous avions et qui va nous servir de base pour mener les actions futures adaptées aux besoins des familles. Donc voilà, pas de questions, des remerciements surtout pour cette étude très complète. Merci. Merci beaucoup, merci à vous pour cette réaction. Donc sur les questions qui ont été posées et puis, Sandra, Frédéric, Marie, hein, n'hésitez pas à vous connecter aussi pour réagir et répondre. Donc sur les modes de garde et l'entourage, effectivement, le soutien familial, donc ça, c'est une particularité des familles parisiennes qui sont peut-être, moins, entourées, que, les familles qui vivent dans d'autres territoires. Alors, je parle sous contrôle de mes collègues, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de données pour le quantifier. Ça, savoir combien, ont, des proches et notamment des parents, des grands-parents à proximité. Voilà, pas de données quantitatives. En revanche, c'est ressorti lors des entretiens effectivement. C'est montré de manière assez précise avec des besoins exprimés sur le fait d'être soutenu en raison juste d'un manque de soutien familial à proximité. Donc, c'était la question, qui est évoquée tout à l'heure de comment on pallie, les imprévus, de garde quand, il y a des interruptions d'accueil ou des problèmes même avec, une auxiliaire parentale, une garde à domicile. Voilà des besoins pour, pouvoir avoir, des réponses, à ces imprévus et être soulagé aussi des temps pour respirer quand on n'a pas de soutien, familial. Donc c'est ressorti en termes de besoins, mais on ne peut pas vraiment le quantifier. Alors sur les familles migrantes, on n'a pas d'éléments spécifiques, sur ce public très particulier, dans le cadre de cette étude qui était quand même assez, généraliste. Donc là, on va pas pouvoir apporter d'éléments, plus précis, sur ces besoins, très, très particuliers. Sur la question des familles et des départs de famille, donc déjà, je voudrais dire que ça reste quand même, limité. Forcément, c'est une tendance, donc on l'a commenté, mais en termes de pourcentage et par rapport au nombre de familles qui résident à Paris, ça reste quand même très, très marginal. Alors la question, c'est de savoir si c'est quelque chose qui, est un événement ponctuel finalement, qui est intervenu, là en 2021, qu'on l'a constaté au moment de la rentrée 2021, et pas l'année d'avant d'ailleurs. Savoir si ça va se poursuivre et dans quelle proportion ou pas. Donc ça, c'est des questions qu'on se pose et c'est l'étude qu'évoquait, Sandra tout à l'heure que l'on mènera au 2e semestre qui nous permettra d'avoir des éléments, un peu plus précis, là-dessus, pouvoir, préciser, voilà, quels sont les profils pour aller où, qui ça concerne et dans quelle proportion. Et j'avais également, noté la question relative aux familles homoparentales, qu'on peut désormais effectivement dénombrer à partir des données du recensement de la population de l'INSEE, qui nous permet d'avoir cette estimation, ce nombre de familles homoparentales. Alors sur la question des réponses et des actions qui sont mises en œuvre, là, je laisserai peut-être la ville ou répondre, si vous le souhaitez. Donc nous, on n'a pas forcément d'éléments, là-dessus. Et donc sur les 2 dernières questions, donc il y a effectivement dans l'étude, pas mal de données et de cartes à l'échelle des arrondissements, parisiens. Donc ça, c'est assez complet, hein. Je vous invite à consulter les documents pour avoir toutes ces informations détaillées.
Et puis, le dernier point sur les tendances de projection. Alors là, c'est un exercice difficile. On utilise pas mal de précautions dans l'interprétation des résultats qui sont issus de l'enquête sur les effets durables de la crise sanitaire sur les besoins des parents, puisqu'on le voit, enfin, ce sont des résultats qui restent un peu incertains. C'est-à-dire pour certains, voilà, ils les présentent comme étant des choses qui sont assez pérennes. Pour d'autres, on sent que c'est relatif quand même à l'événement et à la crise, sans pouvoir dire si ça va durer. Donc, je dirais qu'il y a certaines tendances dont on voit qu'elles ont conforté des tendances qui étaient déjà à l'œuvre, qu'on peut considérer comme étant des choses pérennes, et qu'en revanche, il y a voilà, peut-être des résultats qui sont moins, qui sont plus incertains. Je ne sais pas si Sandra, Frédéric, vous vouliez ajouter des choses par rapport à ces différents points? Non, peut-être juste pour ajouter sur l'étude migration, en effet, pour l'instant, on a quand même très, très peu d'éléments, hein. Même, on est incapable de dire, nous, que les familles sont parties en grande couronne, par exemple. Enfin, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables, nous, de le dire, en tout cas, avec certitude. Il va falloir qu'on croise plusieurs sources d'informations, notamment nous l'espérons, avoir un partenariat, notamment avec la CAF de Paris, le rectorat de Paris, mais aussi l'INSEE, pour pouvoir croiser un nombre important de sources de données, justement pour pouvoir recouper les informations et d'avoir une vision la plus objective et la plus globale possible. Donc évidemment, au travers des données de la CAF, on pourrait éventuellement analyser finement les migrations des familles et des ménages les plus modestes. Avec le rectorat de Paris, on pourrait avoir une vision aussi assez fine de toutes les familles avec enfants, voilà, s'il y a eu départ ou pas, pour quel lieu, quel type de famille. Et puis le recensement, bon là, on va essayer de voir s'il est possible d'utiliser la dernière année de collecte, là, qui a eu lieu en janvier 2022, et à partir de la question « Où habitiez-vous un an auparavant ?», pour voir un petit peu ce qu'on peut en sortir, si je puis dire. Mais là, ce sera plutôt à l'échelle de tout Paris. Et donc, il va falloir qu'on attende quand même 2023 pour pouvoir voilà, asseoir des résultats objectifs et quantitatifs. Et puis pour les tendances, ouais, c'est comme Émilie, même si on pense quand même que le télétravail, même si on ne sait pas dans quelle proportion va s'installer davantage qu'auparavant, donc forcément, ça aura un impact, notamment sur les heures de garde dont avaient besoin les parents le soir. Après, dans quelle proportion, ça c'est bien compliqué encore d'y répondre. Et de même, on pense que pour la garde à domicile, toujours en lien avec le développement du télétravail, c'est peut-être un mode de garde qui sera qui sera un peu moins privilégié dans les années à venir, notamment pour des familles qui voudraient faire du télétravail en même temps, parce que c'est vrai que c'est quand même pas du tout adapté de travailler quand vous avez des enfants qui sont gardés comme nous au sein du même logement. Donc voilà, à part ça, c'est encore un peu trop tôt pour voir vraiment au final les changements d'habitude des familles dans leur quotidien. Voilà, merci beaucoup. Merci Sandra. Merci beaucoup. Est-ce que Xavier ou Julia, vous vouliez ajouter un mot peut-être ou... Peut-être à mon tour déjà vous remercier particulièrement les collègues de la PUR et puis la CAF pour ce travail commun, mais voilà, tout le travail qui a été mené par la PUR pour cette étude qui est pour nous est un phare, hein, qui est clair, évidemment, qui vient d'abord illustrer, poser un diagnostic, bien montrer l'état des lieux à la fois de l'offre et des besoins des familles à Paris, et puis surtout qui nous permet de penser la suite. Donc évidemment, avec, comme tu viens de le dire, des éléments qui ne sont pas complètement stabilisés en sortie de crise. Donc voilà, on voit bien que les besoins évoluent, mais on doit encore attendre s'adapter, et puis évidemment attendre que les choses se stabilisent, notamment en termes d'évolution des modes de travail, de télétravail, d'organisation des temps des familles, pour voir si les besoins, notamment en matière d'accueil collectif, d'horaire, évoluent ou pas. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce travail. Et puis pour revenir, puisqu'il y avait une question sur la prise en charge des familles, en particulier migrantes, donc ce qu'on peut répondre, c'est qu'il y a à la fois très rapidement les familles migrantes qui s'installent à Paris
dès qu'elles sont, entre guillemets, stabilisées, elles peuvent bénéficier évidemment de l'accueil collectif et de l'ensemble des modalités d'accès à l'accueil pour les tout petits, comme toutes les autres familles. Et puis, il y a évidemment un suivi particulier par la PMI et dans les commissions d'attribution des places en crèche, il y a aussi du coup une part de ces places qui sont attribuées suite au soutien de la PMI sur un certain nombre de dossiers. Donc, ça peut être des familles migrantes, ça peut être aussi des familles qui ne sont pas migrantes mais qui sont en difficulté sociale ou en difficulté intrafamiliale autre. Donc voilà, il y a toutes ces modalités qui permettent à ces familles d'être accueillies et on les retrouve dans nos établissements. Elles sont pas à côté, elles y accèdent très rapidement. Super, bah merci beaucoup. Je ne sais pas si voilà, il y avait d'autres questions, j'ai pas l'impression. Comme on est au bout de de nos 3 quarts d'heure, je vous propose peut-être d'arrêter là, de vous redire que, à la fois l'enregistrement et le support de présentation, d'aujourd'hui seront mis en ligne, dans une petite semaine. Vous pourrez le retrouver sur notre site internet Apur. Et puis bien sûr, donc comme on le disait tout à l'heure, les 3 documents, volet 1, volet 2 et une synthèse, un document court qui permet d'avoir, voilà, les grands enseignements, de l'étude en quelques pages, sont, accessibles également sur, notre site internet. Un grand merci, à tout le monde et donc bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci, bon après-midi. Bon après-midi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.